Bonjour à tous, c'est Vénérius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de l'histoire de la mode qui, comme promis, se déroule dans l'Égypte ancienne. Donc avant de commencer, je vais donner quelques petites précisions avant de se lancer directement dans le vif du sujet. Introduction. Les vêtements de l'Égypte antique sont depuis la fin du néolithique, soit 3100 avant notre ère, les mêmes ou presque. À cette époque et en Égypte, le lin était de loin le textile le plus utilisé, ce qui permettait au peuple d'être à l'aise dans la chaleur écrasante. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les origines du textile, le lin est fabriqué à partir de la plante de lin. On récolte toute la plante et non le fruit, comme le coton. Puis, on casse la rigidité de la plante en la tournant afin qu'il ne reste plus que la fibre. Le filage, le tissage et la couture étaient des techniques très importantes pour toutes les sociétés égyptiennes. Plus de 24 étapes sont nécessaires avant d'obtenir de belles étoffes. Parfois, on colorait le tissu à l'aide de colorants végétaux, mais la plupart du temps, on laissait les étoffes dans leur couleur naturelle. On avait connaissance de la laine, mais selon Hérodote, le philosophe grec, elle était considérée comme impure, car aucune de ces matières ne passait la porte des temples. On laissait volontiers tous les cuirs et laines à des personnes qui étaient inférieures au peuple égyptien. On en parlera un peu plus tard. Mais les matières animales étaient à l'occasion pour des par-dessus, mais étaient interdits dans les lieux sacrés. De plus, leurs moutons avaient une toison assez irrégulière et même dégarnie, donc ils les réservaient pour le lait et la viande. L'Égypte, une histoire de hiérarchie. Tout d'abord, avant de poursuivre, je dois préciser que cette période est très hiérarchisée. En gros, on a une pyramide avec, tout en haut, le pharaon, le vizir et harem du roi, les chefs locaux, les grands prêtres et chefs militaires généraux, les scribes, prêtres et soldats, les artisans, les paysans, les esclaves et prisonniers de guerre. Retenez bien cette partie, car la mode vestimentaire en Égypte antique suit clairement cet ordre. Et enfin, dans l'Égypte antique, il y a 3 périodes différentes. L'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Vous l'aurez bien compris, les vêtements ont donc connu quelques petites évolutions dont je vous préciserai, et ce pour chacun des genres. Et maintenant qu'on a les bases, on peut commencer à décrypter la mode. La mode de l'Ancien Empire. L'Ancien Empire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une période de l'histoire de l'Égypte qui s'étend de 2575 à 2150 avant notre ère. Les Égyptiens étaient très à l'aise avec la nudité et ne voyaient pas le corps nu comme un objet sexuel. Le fait d'être nu n'était pas perçu comme quelque chose d'indécent. C'est ce qu'on a pu en déduire en découvrant les fresques de vie quotidienne sur les tombeaux. Les hommes égyptiens portaient un pagne, que l'on peut appeler aussi shenti. Les shentis étaient des vêtements très simples, arrivant aux genoux, qui étaient ceinturés ou rentrés et noués à la taille. La couture des vêtements, si on peut l'appeler ainsi, était très basique à cette époque, et presque tous les habits étaient soigneusement et méthodiquement attachés pour rester sur le corps. Il n'était pas rare de voir les hommes et les femmes de classe inférieure et ouvrière en topless. Ils portaient à peu près le même type de jupe, qui était attachée parfois au niveau de l'entrejambe pour protéger lors du travail ou de la chaleur. Les serviteurs et esclaves avaient également un pagne, plus ou moins simple, de coton ou de cuir, car oui, eux pouvaient porter le cuir, puisqu'ils étaient inférieurs au reste de la population. Donc peu importe si cette matière était impure. Pendant les mois les plus froids, les femmes de classe supérieure portaient un long morceau de lin bien enveloppé qui arrivait à la cheville, qui était maintenu par des bretelles, ou des sangles qui se nouent derrière le cou. Les femmes de rang social plus élevé, quant à elles, portaient une longue robe. La distinction entre les classes supérieures et inférieures pouvait dépendre de la longueur et surtout de la qualité du tissu. Elles portaient une robe dont le bord supérieur pouvait arriver au-dessus ou en dessous des seins. On retrouvait des robes qui étaient maintenues par une ou deux bretelles, en général plutôt larges pour dissimuler la poitrine. Au-dessus de la robe, comme je le disais, les femmes pouvaient porter des châles, ou des capes, ou même carrément une autre robe par-dessus. Le châle était un morceau de toile de lin fin. Si l'on se fie aux représentations sculpturales, les vêtements épousent le corps. De même, lorsque les femmes sont représentées en mouvement, assises ou agenouillées, la robe épouse toujours le corps, comme si elle était élastiquée ou contenant un genre d'élastane. Cependant, les vêtements égyptiens étaient principalement fabriqués à partir de lin,
qui a tendance à s'affaisser. En fait, lorsqu'elles s'asseyaient, elles écrasaient les plis. C'est tout simplement l'interprétation de la robe par le sculpteur. Les vêtements étaient très osés à cette époque car les matières étaient si finement travaillées que l'on pouvait voir à travers. La mode du Moyen Empire. Durant le Moyen Empire, les choses ont commencé à changer, et la couture et l'ornement, eux aussi. Et beaucoup de gens avaient encore le même style. On a seulement fait une petite mise à jour concernant les vêtements. Le shanty s'est accessoirisé pour les classes plus favorisées d'un autre par-dessus, une sorte d'ébauche de jupe. Il portait souvent une seconde pièce d'étoffe plus raffinée qui était rigide, donc probablement amidonnée, et parfois plissée, formant comme une sorte d'avancée qui laissait le mouvement des jambes. Bien souvent, on accompagnait ce nouveau shanty d'une ceinture de perles qui était décorée de divers ornements qui pendaient sur le devant de ce tablier. On pouvait également l'associer avec une tunique ou un châle. Ces tuniques amples sont appelées kalassiri. Elles sont apparues vers 1580 avant Jésus-Christ comme tous les tissus en lin. Elles étaient presque toutes transparentes et pouvaient parfois être plissées. Ce vêtement pouvait commencer au cou ou en dessous du buste. La longueur était toujours à la cheville et pouvait être drapée sur une épaule ou les deux. Le Nouvel Empire, la mode, la mode, la mode. À cette période-ci, comme je le disais précédemment, la nudité ou semi-nudité n'est toujours pas un problème. C'est presque commun, notamment chez les danseuses et les femmes qui utilisaient leur corps comme outil de travail. En revanche, une personne de rang social important était mal perçue si celle-ci était montrée nue. Le Nouvel Empire était certainement le plus flamboyant et le plus orné. C'est l'époque que l'on connaît le mieux, car de nombreux objets et documents ont été découverts. Sous-vêtements, bottes d'hiver, tuniques, tabliers, capes, couronnes, bijoux et même des gants. Les Égyptiennes avaient un grand choix de robes à cette période. Tantôt plissées, frangées. Les femmes de l'Égypte ancienne portaient une robe appelée également kalassiri. Celle-ci ressemblait fortement à des tuniques. Ce vêtement était un grand rectangle qui était noué de manière à couvrir le corps. Le camailleux de blanc et écru était le plus répandu, comme je le disais. On a pu aussi retrouver des traces de diverses broderies au fil d'or. Sur les statues, on peut comprendre que les robes sont très près du corps, mais le lin, comme je le disais, est naturel et ne permet pas une telle utilisation. Puisqu'on parle des statues, elles sont d'ailleurs très idéalisées. Les statues sont un peu comme les photos de magazines, faites avec des proportions parfaites, que ce soit sur le corps ou le visage, tout était fait pour admirer la royauté. C'était un peu le Photoshop de l'époque, mais revenons-en aux robes. On pouvait parfois retrouver des robes un peu comme on en voit encore aujourd'hui, avec un décolleté et une longueur arrivant aux chevilles. Le tout dans des matières assez travaillées. Mais cela dépend évidemment du rang social, bien souvent des reines. Ces robes étaient composées de perles de verre colorées, de coquillages, de morceaux de poterie et étaient complètement transparentes. Elles pouvaient même être portées à même la peau ou par-dessus une robe de lin. Bien souvent, on la revêtait lors de cérémonies ou d'événements spéciaux. Découvertes durant 1920, ces tenues ont énormément influencé les créateurs, à tel point que l'on fabriquait presque des copies. Depuis, ce type de vêtements est resté dans la mode et on a pu en revoir des réinterprétations lors des années 70 et même encore aujourd'hui. Mais les robes les plus fréquentes pour le peuple lambda étaient tout de même les kalassiri, qui venaient recouvrir le haut des bras. La longueur de la robe donnait une indication sur la classe sociale. Elle pouvait être ornée de perles ou de plumes sur la robe. Parfois teintes ou peintes pour les reines ou pharaons, femmes. En général, on réinterprétait des plumages d'oiseaux, ce qui faisait donc référence à la déesse Isis, car je le rappelle, les rois et reines étaient perçus comme des divinités. Pour ce qui est des hommes, les tuniques se répandirent et ce n'est que sous le règne de Akhénaton que le costume masculin rompt avec la mode traditionnelle. En effet, il devient plus sophistiqué et il portait une tunique plissée et transparente, avec un pagne plissé ou bouffant et une chemise plissée également. Les victoires remportées en Asie permirent de découvrir des sortes de tuniques ou de chemises, mais resta limité malgré tout aux classes les plus aisées. Les artisans et les ouvriers conservaient le pagne, mais chaque corps de métier le customisait par une forme un peu différente. Les bouchers, par exemple, portaient un pagne de cuir pour se protéger et accompagné d'une pointe de métal pour aiguiser leur couteau. On portait souvent plusieurs pièces de tissu sur ce pagne, et par-dessus de longues étoffes d'un tissu très fin et transparent. On a retrouvé un modèle de chemise sans manches qui recouvrait les épaules et tombait jusqu'aux pieds. La partie de l'étoffe qui recouvrait la poitrine était souvent
différentes de celles qui couvraient le dos, comme l'étoffe des doubles pagnes. On portait ceci sous un vêtement plus ou moins orné. Les Égyptiens des classes plus pauvres portaient parfois aussi des chemises, mais elles s'arrêtaient à mi-corps, même au-dessus des hanches et étaient d'un tissu grossier. La guerre en Égypte. On rasait encore et toujours les hommes pour s'assurer que lors d'un combat corps à corps, l'adversaire ne pouvait pas attraper les cheveux ou la barbe. Pour ce qui est de la tenue, ils avaient un pagne court, qui ne freinait donc pas leur mouvement du corps. On le complétait souvent d'un tablier de cuir, contre toute attente ils ne portaient pas de casque, évidemment. Mais une perruque, une perruque, assez étonnant, n'est-ce pas? Cette perruque était rembourrée et matelassée afin d'atténuer les divers coups qu'ils pouvaient recevoir. Et c'est tout. On ne va pas se mentir, on a fait bien mieux en termes de protection militaire. Surtout que les officiers, eux, étaient même mieux protégés, car ils portaient le kalassiri accompagné d'une cuirasse de lin ou de cuir. Et enfin, on n'a pas parlé des prêtres, mais malgré les produits d'origine animale impure, on faisait une exception pour la pardalide, qui était portée uniquement par les prêtres. Les vêtements royaux. Les vêtements royaux sont particulièrement bien documentés, ainsi que les vêtements et les couronnes des pharaons. Les pharaons portent souvent des peaux d'animaux, généralement des léopards ou des lions, comme signe de leur stature. Les pharaons portaient également le shenti, mais comme à son habitude, on les distingue par des tissus riches et maintenus à la taille par diverses ceintures. Dans l'Égypte primitive et même à l'époque de l'Ancien Empire, le roi n'était habillé que de ce simple pagne et seule une queue de lion dans le dos indiquait sa qualité de chef. C'est dans cette tenue que sont représentés les pharaons sur toutes les statues. À partir de la XVIIIe dynastie, les princes apparaissent habillés en haïk royal. Il est composé d'un grand voile très ressemblant au haïk arabe, maintenu par un seul nœud au cou. Il arrivait qu'il portait une peau de lion, signe de force et de victoire. Cette tenue était composée de ceinturons de couleurs, de rubans ou de passementeries, voire même de bijoux, ce qui permet de comprendre que ces personnes sont très importantes. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et surtout d'avoir été le plus complet possible car vous avez vu, c'est un sujet qui est très large et très complet. Et surtout, mille merci de me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, merci infiniment, ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout, comme à chaque vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!